histoire que j'ai écrite moi-même, de ma propre plume. Je vais vous la raconter accompagné de mon acolyte. Madame Sévérina. Bonjour. Elle est très gentille. Elle s'occupe de la technique aussi. Bon. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti. À vous, Madame Sévérina. Oui. Merci, monsieur le prince. Vous allez voir, c'est formidable. La première histoire s'appelle L'excursion. L'excursion. Un homme est pris dans une bulle bleue. Une bulle bleue qui ressemble à une poche de plasma et qui baigne au centre de la Terre, au milieu d'un magma en fusion, du centre tellurique de la planète. Ce petit homme qui a un physique d'enfant est en fait très vieux. Tout son corps ressemble à celui d'un enfant de 8-10 ans, mais son visage et ses expressions sont marqués par les traits de la vieillesse. C'est l'esprit du volcan de l'île Annapurna, et il est en colère. Il voudrait sortir. Alors il s'agite, vocifère et s'énerve. Autour de lui, le monde entre en ébullition et le volcan ne tarde pas à craquer par tous les bouts. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? dit-il. En fait, il se parle à lui-même et personne ne lui répond. J'en ai marre. Je voudrais sortir à l'air libre. Cela fait plus de 300 ans que je suis enfermé ici et je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Je vais finir par m'énerver si cela continue. Et il s'agitait dans tous les sens. Bougeait les bras et les jambes comme une petite marionnette et donnait des coups de tête à gauche et à droite au centre de la bulle de plasma bleu. Autour de lui, l'astre prenait des couleurs bleues turquoise et violettes comme des bleus à la surface du corps humain, et des cristaux de diamants transparents se formaient à l'intérieur de cette roche en fusion. Il faisait de plus en plus chaud et le petit homme crispé transpirait. De grosses gouttes de sueur perlaient à son front et ses sourcils se fronçaient dans une attitude de révolte. Ce qui étonnait le plus était l'aspect de sa vieille tête comparé à son corps avec ses petits bras, ses petites mains et ses petites jambes. Il était très maigre, frêle, menu aussi. Je vais finir par m'énerver. Je ne supporte plus d'être enfermé. Et à la surface, les grondements de plus en plus sourds et oppressants ne tardèrent pas à se faire entendre. Mais revenons un peu plus en arrière. Environ 3 jours auparavant, un jeune groupe d'adolescents, 6 pour être précis et accompagnés d'un chien, a décidé de passer une partie des vacances d'été à faire du camping sur les grandes pentes verdoyantes du volcan de l'île Annapurna. Ce sont des enfants qui connaissent bien l'île et qui sont nés ici, entre le ciel et la terre, le soleil et la mer du volcan, et qui n'a plus de secret pour eux. Tout jeunes déjà, les parents de ces enfants les emmenaient pique-niquer dans ces régions et ces lieux où il faisait bon vivre auprès des lacs et du cratère, et ils passaient de doux moments au sein de la nature bienveillante de l'île. Alors une petite expédition pour se rappeler ces bons souvenirs et avoir l'impression de liberté au sein de la forêt ou même de la jungle luxuriante de cette île leur trottait dans la tête depuis quelques semaines, histoire de s'occuper, histoire d'animer un peu ces vacances d'été qui leur paraissaient longues dans leur petit village en bordure de mer. Ils étaient prêts, avaient rassemblé tout leur matériel de randonnée, tentes, piquets et popotes, et s'apprêtaient à partir. Seul restaient quelques préparatifs de fortune à effectuer pour ne pas se trouver désœuvrés une fois sur place. Tu es à l'aise du chien? Oui, et sa gamelle et ses croquettes aussi. Tu as pris le briquet d'Amadou? Oui, et le petit réchaud et quelques allumettes au cas où. Et toi, tu as les caouets? On n'était pas à l'abri d'une averse ou d'un déluge comme on en connaissait si bien sur cette petite île, surtout à la période de la mousson. Oui, et j'ai même pensé à des chaufferettes pour les mains. Et Tommy se mit à rire. Bref, tout s'annonçait pour le mieux. Tout était fin prêt pour une belle promenade en direction de la montagne. Traverser les 3 cols de l'Annapurna
et revenir tranquillement par le littoral où il camperait sur la plage en faisant de grands feux chaque soir. Cette petite excursion prenait des airs de douce aventure tranquille qui promettaient de bons et joyeux moments entre copains. 2 jours plus tard, lorsque la petite équipe s'apprêtait à prendre la route et que tout était réuni pour que tout se passe bien, le vent se monta quelque peu. Et des parasites, des interférences magnétiques se firent ressentir dans les télévisions et les radios de l'île. Mais rien de réellement alarmant, bien que les vagues et les rouleaux du bord de mer avaient également gonflé un peu. On était habitué à ce genre d'épisode. La nature était restée sauvage et parfois l'île se trouvait coupée du monde pendant 2 ou 3 jours à cause d'une quelconque tempête ou d'une tornade qui s'abattait. Mais comme je vous le dis, rien de surprenant. Cependant, la mère de Cecilia ne put s'empêcher de donner quelques conseils. Si ça souffle de trop, vous revenez tout de suite. Vous n'allez pas risquer vos vies sur ces hauteurs et vous mettre en péril. Ce serait trop dangereux. Promettez-moi d'être tous prudents et de ne pas faire les fous sur la route. Ce serait trop bête que l'un de vous se casse une patte ou un bras dans un ravin. Il faut que vous fassiez bien attention. Bien sûr, maman, bien sûr, avait promis Cecilia. Et surtout, pensez à bien manger et à bien boire, à vous ravitailler régulièrement et à vous couvrir de vos chapeaux. Tu as emporté la crème solaire? Oui, bien sûr, je l'ai. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus. Nous reviendrons tous sains et saufs dans une petite semaine. Nous partons juste pour nous amuser et nous retrouver entre nous. Il ne nous arrivera rien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Puis elle l'avait embrassé sur la joue et serré dans ses bras. J'ai tellement peur des fois, avait lâché la mère dans un dernier soupir. Allons, maman, allons, avait répondu Cecilia. Puis toute la troupe avait pris le chemin vers les versants nord de la montagne, le plus joli, le plus exotique et le plus dépaysant, le plus scabreux aussi. La petite équipe était partie d'un bon pas, sûre d'elle, sûre d'eux, l'esprit serein. Et au moment où cet équipage prenait sa route et son destin en main, l'esprit du volcan se mit à pleurer minardement, à rugir et à rentrer dans une colère monstre qui agita et créa les premiers éboulements à l'intérieur du cratère. Il piaillait comme un gamin. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je vais faire une crise. Et il se débattait comme un beau diable en frappant les parois de la boue bleue, créant de petites entailles dans le ventre de la terre et provoquant quelques fissures et autres brèches au centre du volcan. Il ne pouvait plus supporter de jouer son rôle de captif. Et lui en découdre, quitte à tout faire péter. Cela fait 300 ans que j'attends. 300 ans. Et toujours rien. Juste des petits trucs. À ce moment, nos amis marchaient lentement sur le sentier gravillonneux de sable noir. Le chemin était en pente douce, et montait progressivement, sous une forêt d'arbres touffus, bien cachés, bien à l'ombre du soleil qui gardait le paysage et les arbres de ses 1000 rayons dans un air limpide et électrique. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer quelques jours, quelques heures plus tard. La première nuit, tout se passa bien. La tente avait été montée dans une petite clairière à flanc de rochers, et la bonne humeur et l'engouement régnaient. Tous avaient bien marché. Seul Théophile, le plus jeune, avait un peu mal au pied et avait commencé à se plaindre. Mais sa grande sœur qui était là lui avait fait la morale. Je te l'avais bien dit que ça n'allait pas être facile, surtout au début. Oui, avait gémi Théophile. Mais quoi? Lui avait coupé sa sœur sur un ton vindicatif. Rien, finit par lâcher Théophile dans un air triste et résigné en baissant la tête vers le sol. Il en avait gros sur la patate, comme on dit. Bon, j'aime mieux ça, lui avait dit sa sœur. Il ne fallait pas lui en raconter à sa sœur, surtout quand elle était en rogne. Théophile le savait. Alors il prit sur lui et s'établa avec les autres. Il était l'heure du dîner et le riz était cuit. Ils mangèrent tous en silence et même le chien eut droit à sa passion de croquettes. Quelque chose se préparait mais on ne savait pas quoi. Le noir de la nuit envahit l'horizon et après avoir bien rigolé autour de quelques bières, ils s'en allèrent tous dormir sous la tente commune au plafond ouvert qui laissait voir les étoiles. La nuit se passa calmement et au petit matin, tous se levèrent de bon pied ragaillardis par ce repos bien mérité. Cependant, en ce moment, le vieux petit homme
du centre de la Terre se mit à hurler de plus belle et frappa du poing contre la membrane qui l'entourait, et le protégeait dans un excès de rage. Il était au bord de la rupture, à bout de nerfs. Nom de Dieu, dit-il, ça ne va pas se passer ainsi. Il s'assit un tailleur au centre de la bulle, tandis que tout mijotait autour de lui. Qu'est-ce que tu as? Dit Tommy à Théophile, qui avait un air bizarre et levait le nez étrangement dans l'air comme s'il tentait de renifler quelque chose. Ils avaient repris leur marche depuis déjà une bonne heure. Je ne sais pas, dit Théophile. J'entends, je sens quelque chose. Des voix. Un truc louche. Tommy le regardait d'un air étonné. Qu'est-ce que tu racontes? Puis il oublia. Mais pas Théophile, qui était sur la défensive, aux aguets, portant son attention sur ce qu'il voyait et entendait intérieurement, essayant de faire le tri. La petite expédition marcha toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi. Le vent s'était calmé. Ils étaient maintenant sur les hauteurs du versant nord et s'apprêtaient à redescendre. Ils firent une halte. Qu'est-ce que tu as? Fit la grande sœur de Théophile à son frère. Depuis ce matin, tu sembles renifler l'air comme un chien et tu ne parles pas. Ça va bien au moins? Théophile ne répondit pas tout de suite. D'un air absent, un peu gêné et apeuré, il dit « Je ne sais pas. J'entends quelque chose. » Quoi? Dit la sœur. Je sais pas. C'est bizarre. On tapage. Ça va passer. C'est rien, c'est rien. Puis il reprit un air sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs de gamin encore, dit-elle. Essaie d'être un peu plus loquace. On a encore beaucoup de route à terminer, et si tu restes comme ça à rien dire et à rien faire avec les autres, ça risque d'être long pour toi. Essaie de faire quelque chose. Oui, Véro, tu as raison, mais... Quoi? Reprit-elle encore une fois sur un ton véhément. Eh bien, je ne peux rien. Ça me vient comme ça. C'est l'histoire de gamin, tout ça. Arrête un peu et reprends-toi, je te dis. La route est longue. Oui. Tu as sûrement raison. Je vais essayer de faire un effort. J'ai intérêt, dit-elle par dire. Puis ils montèrent une nouvelle fois le campement. La nuit se passa bien, à nouveau. Toby, le chien de Tommy, la mascotte, eut cependant un sommeil agité et aboya sans raison particulière 2-3 fois en pleine nuit mais ils n'y firent pas attention et le lendemain matin, tout le groupe reprit la route dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Ils étaient tous prêts à aborder la descente et, munis de grands bâtons pour se protéger d'une chute afin de garder l'équilibre, même sur les chemins escarpés et rocailleux. Ce n'était pas facile pour tout le monde. Quant à Théophile, il prenait sur lui et ce matin n'avait l'air de rien, comme s'il avait oublié les désagréments de la veille. Soudain, un grondement sourd se fit entendre du centre de la montagne, du centre du volcan où se trouvait le cratère. Puis un long tremblement envahit le sol et le paysage et l'on vit apparaître au loin un large panache de fumée brune sulfurique qui indiquait quelque chose. Le sol se mit à vibrer et quelques morceaux de roche s'éboulèrent. Les enfants se mirent aux arrêts et écoutèrent le silence qui suivit. « C'est la montagne, dit Tommy. Elle rentre en vibration. »« Une éruption ?» fit Natacha sur un ton alarmé. « Ça en a tout l'air, » dit Véro. « Certainement. Allons nous mettre à l'abri dans le renforcement de la falaise, derrière les arbres qui nous protégeront. » Je répondis bouleversé. Le chien aboyait. Toute la petite troupe se réfugia au creux de la montagne et attendit terrorisée. « Nous n'avons vraiment pas de chance, » dit Natacha dans un sanglot. « Nous allons mourir. » Tommy réagit. « Non, ils vont venir nous chercher. Nous allons tenir. » Alors, sous un grondement du tonnerre de Dieu, toute la montagne craqua et se fendit en deux. Un torrent de lave vint encercler nos petits survivants et un morceau de pierre se détacha de la paroi rocheuse. Boum! Montons dessus! Tommy empressé. Et tous montèrent à bord. Montèrent sur cette plateforme de pierre noire qui leur tendait les bras, tel le radeau de la méduse. Des flots et des coulées de lave les encerclaient. Leur vie ne tenait qu'à un fil. La mer de roche en fusion les emmenait vers la côte de l'océan où la lave se déversait par gorgées fumantes et craquantes, emportant tout, annihilant tout sur son passage.
Arbres, rochers et bouts de terre meubles. C'était un véritable apocalypse. Et pendant ce temps, le petit homme au centre du monde continuait de se débattre. J'entends un Annapurna, j'entends un Annapurna. Théo. Et c'est vrai qu'il entendait sa voix. Il crie dans ma tête. Il crie qu'il veut sortir et se venger. Qu'est-ce que tu racontes? Disait le roi Théo. C'est un Annapurna, le dieu de la terre. Je l'entends depuis hier et il n'en peut plus. Il en a marre. C'est sa voix que j'entends depuis hier. Pendant que vous me trouviez l'air drôle. Et j'avais des visions de lui enfermé dans une bulle bleue. Il est méchant, très méchant. Il veut détruire le monde. Sophie n'en revenait pas. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Vous ne me croyez pas. Vous ne m'auriez pas cru. Je savais que quelque chose allait se passer. Et une boule de flamme, une véritable bombe, traversa le ciel comme une comète en direction de l'océan. Qu'est-ce qui va nous arriver? Demanda Natacha, les yeux remplis de larmes. Je ne sais pas, dit Véro, pathétique. Je ne sais pas non plus, dit Tommy haletant. Mais ils vont nous sauver. Leur embarcation voguait maintenant sur un torrent de lave et rien ne laissait présager une suite heureuse. Soudain, alors que le volcan se réveillait de plus belle après un court instant de répit, un petit point noir comme un moucheron apparut à l'horizon avec un brombissement qui s'amplifiait de plus en plus aux oreilles des enfants. C'est le secours! C'est le secours! C'est l'hélicoptère qui vient nous chercher! Nous sommes sauvés! Fit Tommy. Et le chien se mit à hurler à la mort. La petite silhouette fine à l'horizon grossit et le son rassurant des pales de l'hélicoptère se fit entendre au-dessus d'eux. Il volait juste au-dessus de leur tête et un filin avec un homme au bout fut lancé dans le vide pour les élictroyer un à un. Ils furent sauvés in extremis et leur radeau de fortune fut englouti par la lave du volcan jusqu'au dernier moment. C'était fini. Ils étaient enfin sauvés grâce à la brigade de secours du continent et pouvaient se réjouir de l'avoir échappé d'elle. Leur petite mésaventure prenait fin. Ils rejoignirent leur famille sains et saufs et se promirent de ne pas recommencer un tel périple sans prendre soin auparavant de la météo ou de s'informer de l'état d'activité du volcan. Tout se terminait bien. Mais on ne peut pas tout prévoir, et même les parents n'avaient pas pensé à cette possibilité. Quoi qu'il en soit, l'éruption volcanique dura 4 jours et 4 nuits et fit de véritables ravages sur l'île. Des champs et des parcelles de forêt entiers furent brûlés. Quelques habitations furent endommagées et un épais nuage de poussière incandescente, une nuée ardente, envahit et plongea dans l'ombre l'île dans sa totalité pendant une semaine. Les gaz et les vapeurs acides relâchés dans l'air par la combustion des rochers étaient très dangereuses pour les voies respiratoires. La plupart des Îlois durent être évacués et ce n'est qu'au bout de 3 semaines environ que le nuage retomba et que tout rentra dans l'ordre. Le cataclysme était passé et l'Annapurna était retournée dans son sommeil. Mais pour combien de temps encore? Une catastrophe est toujours prévisible. La nature reste et restera toujours indomptable, pouvant reprendre ses droits n'importe où et n'importe quand. Quant au petit homme au centre du monde, au petit génie du mal qui avait engendré cette tragédie, il était résigné. Les bras ballants au centre de sa bulle bleue, il pleurait et rageait de haine contre les humains. Ils avaient réussi à s'en sortir. Une fois de plus, et malgré tous les dommages matériels et la destruction en partie de l'île qu'il avait causée. Il n'était pas satisfait de lui. Il aurait voulu tout anéantir, tout raser, jusqu'à faire exploser complètement la planète et la faire disparaître de l'univers. Ce petit homme était fou. Sûrement le frère d'Hitler ou un parent proche comme un cousin ou un neveu. Quelqu'un qu'il connaissait en tout cas.